Pourquoi travailler sur l'état d'esprit est insuffisant lorsqu'on veut dépasser son syndrome de l'imposteur? La majorité de ma clientèle ne se sent pas légitime ou a du mal en fait à asseoir sa posture en tant que leader, ou lorsque certaines personnes veulent passer du salariat à l'entrepreneuriat, il y a toujours cette petite pensée insidieuse qui vient les bloquer et les empêcher en fait de se lancer vraiment dans cette nouvelle aventure en tant que coach ou thérapeute ou décoratrice, peu importe. Et du coup, moi, je l'ai vraiment vécu aussi bien en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que lorsque aujourd'hui on se sent plus aligné, qu'on cherche le plaisir et le sens dans sa vie professionnelle, je pars du principe que il ne faut pas travailler uniquement sur les compétences, sur identifier les talents ou identifier sa motivation. Il faut aller plus loin. Parce que ce qui nous amène à perdre la motivation, ce qui nous amène à être malheureux ou malheureuse au travail, souvent c'est des choses qui touchent à l'être. Et tant qu'on ne va pas venir le travailler, c'est quelque chose qu'on va pouvoir reproduire dans une autre organisation, dans un autre projet professionnel. Donc, j'ai moi aussi vécu ça quand j'étais salariée et quand j'étais entrepreneur. Et c'est à partir de ma propre expérience que je me suis rendu compte que travailler sur l'état d'esprit, c'était bien, il y a de bonnes choses à faire, mais que les résultats étaient vraiment à court terme. Donc, si on revient un petit peu sur les bases du syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui nous pousse finalement à douter de nous et de nos capacités professionnelles. Ça veut dire que potentiellement, on va croire qu'on ne mérite pas telle ou telle place, qu'on ne mérite pas peut-être les feedbacks ou la reconnaissance ou un succès ou une réussite, que ça vient davantage de la chance. Moi, ce truc-là, je l'ai vécu lorsque j'étais salariée. Déjà, je ne me sentais pas légitime dans ma posture de leader manager parce que j'avais le sentiment que j'avais été mise à cette place-là parce que j'étais très proche de la DAF et que c'est elle qui avait voilà, parlé de moi et surtout de mes ambitions à la direction. Donc j'avais toujours ce truc-là un peu présent qui me disait mais en fait si tu es là c'est parce que Stéphanie elle a parlé de toi à la direction, si elle n'était pas à ce poste-là, si elle n'avait pas fait les choses, peut-être que tu ne serais pas là. Et puis ce sentiment aussi de dès qu'il y avait une réussite ou un succès au sein du service RH, à chaque fois je me disais bah oui c'est normal, j'ai des collaborateurs qui sont super top, c'est normal que le service fonctionne bien et à aucun moment je m'octroyais en fait une once de mérite dans ce qui pouvait se passer. Et quand je suis passée ensuite entrepreneur, mon syndrome de l'imposteur s'est manifesté avec ce truc de j'ai pas assez de compétences, je suis pas légitime, je ne mérite pas que les gens me payent pour les accompagner. Et donc je suis tombée dans le truc de cette fameuse course après les formations parce que j'étais tombée aussi dans la comparaison. Et donc je regardais les autres coachs qui étaient déjà installés et qui du coup avaient déjà plein d'outils, plein de méthodes. Et donc moi je me sentais un petit peu démunie, donc je me disais ah bah non il faut que je me forme à ce truc-là, il faut que je me forme à ce truc-là, il faut que je me forme à ce truc-là. Ça a duré facilement pas loin de 2 ans. Et sans vraiment me lancer vraiment dans le coaching, à commencer à accompagner les gens. Et donc j'ai dépensé beaucoup d'énergie, de temps et d'argent dans des formations qui aujourd'hui ne me servent strictement pas. Donc le syndrome de l'imposteur, ça va être ça, ça va être vraiment ce sentiment de je ne mérite pas telle ou telle place, tel ou tel feedback ou telle réussite. Ça va être aussi ce sentiment de euh, il faut absolument que je fasse les choses, il faut que je fasse les choses super bien, vraiment bien, ou il faut que je m'investisse beaucoup pour ne pas que les gens se rendent compte que finalement je ne suis pas si compétente que ça, ou je ne suis pas légitime là où je suis. Et donc on va tomber dans des comportements en lien avec le perfectionnisme, en lien avec le surinvestissement. Et c'est pour ça que le syndrome de l'imposteur, il est quand même très lié aussi au burn-out. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui font un burn-out ont le syndrome de l'imposteur, mais on se rend bien compte qu'il y a des choses à aller regarder de ce côté-là.
Donc les symptômes finalement de ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment finalement, cette sensation de ne pas, que finalement notre évolution professionnelle, que notre réussite, que notre belle carrière n'est qu'un coup de chance, que finalement c'est surtout grâce à l'extérieur, ou voilà, le hasard, etc. Ça va être que on, on- on va avoir le sentiment de tomber en fait, on va tomber dans le perfectionnisme euh, pour produire un travail qui est vraiment satisfaisant. Et encore, on peut vraiment tomber dans l'extrême du perfectionniste, ou au contraire, on peut même tomber dans la procrastination, parce que tant que c'est pas parfait, on va pas agir, ou on va pas rendre ce qu'on doit rendre. Ça va être du coup on travaille davantage, donc on essaye de prouver quelque chose. On a le sentiment aussi que si on ne se donne pas à fond, si on ne fait pas les choses correctement, eh bien, au contraire, les gens vont potentiellement se rendre compte qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas à notre juste place, qu'on n'est pas finalement si compétent que ça. Donc il y a vraiment toutes ces incidences qui tournent autour du comportement. Ça tourne autour du comportement. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand on travaille juste au niveau des comportements, des habitudes, où on va venir recadrer nos pensées, il y a des choses qui s'améliorent, mais sur du court terme. Et en fait, moi, je l'ai constaté pour moi, mais je le constate aussi pour mes clients et mes clientes qui sont déjà aussi dans le développement personnel, et qui viennent me voir et me disent justement, mais Vanessa, j'ai déjà fait un gros travail sur moi, je lis aussi beaucoup de livres de développement personnel, donc je suis quelqu'un qui met en place des choses. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens n'allaient pas jusqu'où moi j'avais été. Et c'est vraiment cette clé-là qui va faire vraiment la différence. Parce que ce syndrome de l'imposteur, finalement, il prend quand même beaucoup de place dans notre quotidien. Vraiment. Donc quand on cherche à trouver ou à prendre sa place dans le monde professionnel, c'est vraiment quelque chose qui va nous empêcher d'être dans le plaisir et d'être dans la satisfaction. Donc plus on va venir identifier la racine de ce syndrome de l'imposteur, plus on va pouvoir changer les choses et ne pas être dans le forcing. Et souvent, quand on vient travailler sur les comportements, sur les habitudes, je vais mettre en place un nouveau comportement qui est peut-être par rapport à mes objectifs, je vais décomposer encore plus, peut-être que je vais mettre la barre moins haute. Donc ça, c'est des comportements, mais souvent, on appuie trop sur la volonté, et ça va nous coûter en énergie sur le long terme. C'est pour ça que finalement, c'est une bonne chose sans être une bonne chose. Donc ce syndrome de l'imposteur, on le vit tous différemment. Je t'ai partagé mon histoire par rapport à ça. Et puis pour d'autres personnes, et par rapport aux femmes que j'accompagne sur le sujet, j'ai pas accompagné d'hommes qui avaient vraiment ce sentiment d'être une imposture. Je le constate vraiment beaucoup chez mes clientes, même si, encore une fois, le syndrome de l'imposteur, il n'a pas une préférence de genre. On peut être aussi bien un homme ou une femme et avoir ce sentiment de ne pas être légitime, d'être une imposture. Donc, en fait, on le vit différemment. Chez certaines personnes, ça va être, on doute tellement de soi qu'on va manquer de confiance en soi, et donc on va avoir du mal à passer à l'action. On va avoir du mal aussi à être objectif sur nos compétences, sur nos talents, sur nos aptitudes. Moi, c'est effectivement ce que j'ai vécu. Donc, quand je suis devenue entrepreneur, en fait, je suis tombée dans la boulimie de formation, parce que j'arrivais pas objectivement à prendre conscience que j'avais déjà en fait un socle de base qui me permettait de me lancer. On va attribuer nos réussites à l'extérieur, on va minimiser aussi nos réussites, voire même nos talents et nos compétences. On va avoir peur au quotidien, hein, de ne pas être à la hauteur de ce que l'on peut attendre de nous, mais aussi de nos propres attentes.
On peut avoir peur d'échouer, on peut s'auto-saboter, bien évidemment, on est dans le perfectionnisme, on peut être dans le surinvestissement, ou on peut tomber aussi, et ce qui est un peu lié au perfectionnisme, où on va tomber aussi dans le surinvestissement, dans l'exigence vis-à-vis de soi. Donc, tout ce que je viens de te partager, en fait, on se rend compte quand même que c'est lié au comportement. Donc, toutes les stratégies que l'on peut voir sur les articles de blog, et moi-même, hein, c'est ce que j'ai partagé il y a peut-être quelques années en arrière, parce que j'ai aussi rédigé des articles de blog sur le syndrome de l'imposteur, parce que j'étais dedans. Et donc, souvent, les stratégies qu'on nous partage, elles tournent autour de ça. Elles tournent autour de prendre du recul, refaire un rewind de sa carrière professionnelle pour vraiment avoir des éléments factuels qui nous permettent de nous rendre compte que finalement, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a des éléments factuels, que c'est pas forcément lié à la chance, lié à l'extérieur. On va nous inviter aussi à adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, et ça peut être aussi d'en parler, c'est-à-dire de libérer un peu la parole dans l'entreprise par rapport à ce sentiment de ne pas être à sa juste place, de ne pas être légitime. Ça va être de voilà, chercher du soutien, peut-être avec un psychologue ou un mentor. Ça peut être de décomposer voilà, davantage nos objectifs. Ça peut être aussi, peut-être que factuellement, dans certains cas, on manque effectivement de compétences. Donc ça pourrait être d'aller se former. Et bien évidemment, on nous invite aussi à recadrer nos pensées, puisqu'en recadrant nos pensées, on va venir transformer notre système de croyances et par voie de conséquence à ressentir des émotions différentes et du coup à poser des actions qui vont être différentes. Et donc on obtiendra des résultats différents. Donc voilà, parmi les stratégies, on nous invite beaucoup à être dans la pensée positive ou à réciter des affirmations positives, peut-être à écouter des audios, à faire de la méditation, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que on ne mettait le focus que sur le haut de l'iceberg par rapport au syndrome de l'imposteur. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que le dénominateur commun de je ne me sens pas légitime ou je ne mérite pas tel succès, telle réussite, c'est parce qu'en fait, on a cette croyance profonde qui est de croire qu'on n'est pas assez. Donc, inconsciemment, on se dit je ne suis pas assez. Et à partir du moment où on se dit je suis, c'est un indicateur d'identité. Ça veut dire que l'on porte en soi l'identité de je ne suis pas assez. Et donc à partir de là, on va avoir des stratégies d'adaptation différentes, on va réagir de façon différente par rapport à tout ce que j'ai pu te partager avant. Moi, j'ai une histoire avec le syndrome de l'imposteur et une autre personne aura une autre histoire avec ça. Mais le dénominateur commun, c'est vraiment lié à notre identité. Et on porte dans notre identité je ne suis pas assez. Ce qui en découle, ce sentiment de se sous-valoriser, de ne pas se sentir suffisamment compétente ou compétent, de ne pas se sentir suffisamment intelligent ou intelligente, ou talentueux, talentueuse, etc. Et bien évidemment, la racine de cet indicateur d'identité, de cette identité de je ne suis pas assez, elle est très certainement liée à une blessure émotionnelle qui remonte à l'enfance. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais vraiment la clé de compréhension que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est que aujourd'hui, dans ton identité, tu portes je ne suis pas assez. Et de cette identité va donc découler ton système de valeurs, va découler ton système de croyances, ton système la façon dont tu perçois tes capacités, ton potentiel, va découler tous tes comportements, tes habitudes et donc ton environnement, les résultats que tu obtiens aujourd'hui. Et c'est vraiment
en transformant, en allant travailler sur cette identité de je ne suis pas assez, que du coup tu vas venir transformer tout le reste. Et donc là, ce que j'ai compris, c'est que il faut travailler sur cette identité. Il faut changer cette identité. Parce qu'en changeant cette identité, c'est comme ça que tu auras du coup un système de croyance qui sera différent, que tu auras des pensées différentes, des émotions différentes, que tu poseras des actions différentes et par voie de conséquence que tu auras des résultats différents. Donc au lieu d'avoir dans ton identité je ne suis pas assez, ça pourrait être bien je suis assez tel que je suis, en considérant que vu le bagage que j'ai, vu le CV que j'ai, vu mes talents, mon historique, moi j'aime bien cette expression chez les chamans qui parlent de médecine, c'est ma médecine, donc je suis assez aujourd'hui pour atteindre certains objectifs de vie. Je suis assez tel que je suis par rapport à là où je suis aujourd'hui. Et que je peux me permettre d'accéder en fait, peut-être à d'autres responsabilités ou à d'autres fonctions. Ça pourrait être de se dire par exemple j'ai suffisamment de ressources et de talents pour mériter mes succès. Ça pourrait être le simple fait d'exister finalement apporte de la valeur à mon environnement. Parce qu'encore une fois, on est des êtres de talent, on a des talents qui nous sont innés et plusieurs personnes en fait ont besoin que nous puissions exprimer nos talents. Et à partir du moment où on va se dire je ne suis pas assez, eh bien on va rentrer dans des mécanismes, dans des croyances qui vont venir limiter notre potentiel et donc limiter nos actions. Parce que on va venir avoir un système de croyances, de pensées et d'émotions qui vont être sur une vibration basse et donc qui vont nous retenir et nous empêcher d'exprimer pleinement notre plein potentiel. Donc si tu devais retenir une chose de ce que je viens de te partager aujourd'hui, c'est que travailler sur l'état d'esprit, donc recadrer ses pensées, utiliser la pensée positive, utiliser les affirmations positives, utiliser la méditation ou la visualisation pour venir travailler sur un changement de comportement ou d'habitude, ce n'est pas suffisant parce que la racine du mal, entre guillemets, c'est un indicateur, c'est une identité qui est celle de je ne suis pas assez. Et donc, travailler à la racine, c'est ce qui va te permettre de transformer les choses et d'être moins dans le forcing. Parce que souvent, certaines personnes veulent changer leur comportement, changer leurs habitudes, mais en fait, on n'agit pas sur le bon niveau parce que ça nous demande beaucoup de discipline, beaucoup de volonté, et la volonté, c'est une énergie qui n'est pas... c'est une énergie en fait qui s'étiole dans le temps. C'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer de façon continue. Donc la meilleure des façons de pouvoir dépasser son syndrome de l'imposteur, c'est de venir travailler à la racine, c'est-à-dire venir travailler sur l'identité de je ne suis pas assez. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que ça a été très clair et que ça va vraiment t'aider à envisager ton syndrome de l'imposteur sous un autre angle. Si tu as apprécié cet épisode, surtout n'hésite pas à le liker, à le partager. Si tu l'as écouté sur Spotify, je t'invite chaleureusement à mettre 5 étoiles. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.